donc je vous propose maintenant qu'on laisse place à nos trois témoins qui vont nous présenter donc à la fois l'organisation mise en place dans leur établissement autour de l'identito-vigilance et également comment a été mené le projet INS. Donc, on les remercie déjà d'avance. Ravis d'accueillir les résidences de l'Aune de la Sarthe. Donc, Madame Irène Chéniaud et Madame Delphine Hérault. Je vais vous laisser vous présenter très rapidement et puis on va pouvoir ensuite passer à votre tour d'expérience. Allez-y, vous nous entendez bien, c'est bon? Bah oui, merci. Donc, Madame Hérault, cadre de santé à l'EHPAD de Maillé et moi-même, ingénieure qualité, gestion des risques et RSSI. Donc, j'insiste parce que ce sera important pour la suite de la présentation. Au niveau des résidences de l'Aune, donc les résidences de l'Aune, c'est une direction commune avec trois EHPAD. L'EHPAD de l'Échevrier de Maillé, l'EHPAD Le Prieuré, les Glycines à Mansigny. Donc, on a un comité de direction au niveau de la direction commune, avec le directeur général, des directeurs de site. Donc, ça nous fait trois directeurs, les médecins coordonnateurs de chaque site. Alors, je dis les médecins coordonnateurs, on n'en a qu'un. Hein. Bon, ça fait mieux d'écrire trois. Les trois cadres de santé de chaque site et moi-même. Donc, ce CODIR a pour mission de piloter la démarche d'amélioration à une des missions. C'est le pilotage de la démarche qualité de la qualité. Pour l'identité-vigilance, on n'a pas d'instance spécifique parce qu'on n'est pas très nombreux, on n'a pas beaucoup de ressources. Donc, en fait, c'est une des vigilances, comme vous l'avez dit. Et c'est moi-même en fait, le référent identito-vigilance, mais on n'a pas d'instance identito-vigilance à part entière. C'est une des vigilances qu'on gère dans l'établissement parmi tant d'autres. Donc, on va vous présenter un petit peu tout ce qu'on a mis en place au niveau des résidences de l'Aune depuis quelques années sur l'identito-vigilance. Et puis après, on fera plus un focus sur l'INS. Alors, tout d'abord, c'est l'interopérabilité entre notre logiciel du bureau des entrées, la GAP, et le DU, le dossier de patient informatisé. Ça, c'est un des prérequis pour ne pas travailler deux fois et faire deux fois la requête sur l'INS. Donc après, je laisse Delphine. Donc, à l'entrée, il y a des planches d'étiquettes en fait qui sont imprimées par la secrétaire pour toute nouvelle entrée. Et donc, elles comportent le nom, le prénom, la date de naissance du résident. Et donc, elles sont appliquées sur tout document en interne ou en externe, en fait, quand il y a des consultations. Voilà. Il y a une photo du résident aussi qui est prise à l'entrée par les animatrices et qui est insérée en fait dans le dossier informatisé. Donc cette photo, elle apparaît pour le médecin lors des prescriptions, dans les plans de soins pour les soignants, leurs dépensements, enfin voilà, sur tous les supports en fait, lors de la distribution des médicaments, la personne peut bénéficier de cette photo. Ensuite, il y a une identification des tubes de laboratoire avec des étiquettes qui sont fournies par le laboratoire. Et à chaque demande de nouvelles planches d'étiquettes, en fait, on a pour distinguer les hommes des femmes. Les hommes, on va avoir une petite étiquette bleue et pour les femmes, donc une étiquette rose. Ça, c'est pour les demandes de renouvellement en plus de tous les autres critères. On a fait un travail également pour que les tubes soient étiquetés vraiment au lit du résident avec une vérification de son nom et de son prénom. Et donc, à chaque hospitalisation d'un résident, il est mis en place un bracelet d'identification avec l'étiquette du résident, donc qui comporte, comme je vous le disais, le nom, le prénom, date de naissance. Tout le matériel médical au sein de l'établissement donc, est également étiqueté au nom, prénom du résident. Donc, la personne qui pilote, c'est l'ergothérapeute, avec dans les services, du coup, on a missionné un peu des référents matériels, donc, qui régulièrement vérifient que tout soit bien voilà, étiqueté. À l'entrée, donc la secrétaire également, elle va scanner les pièces d'identité du résident et elles sont insérées dans le dossier informatisé. Et à chaque hospitalisation, en fait,
on imprime un DLU et tous ces documents apparaissent. Voilà. Après, plus particulièrement sur le circuit du médicament, en fait, on a des boîtes de rangement avec des sachets de médicaments. Et donc, il y a aussi également la photo du résident qui est insérée sur les petits colimaçons, c'est-à-dire sur les sachets des traitements, apparaissent le nom, le prénom du résident avec sa date de naissance. Et voilà, donc ça, c'est aussi d'autres éléments qu'on a pu mettre en place. Après, voilà, on a fait tout un travail au sein des EHPAD pour que tout événement indésirable lié au circuit du médicament fasse l'objet en fait d'une déclaration. Donc ça, vraiment, les équipes s'en sont bien saisies. Et tous les événements indésirables graves, en fait, sont analysés au sein du CODIR, pardon, par l'intermédiaire de CREX. Et en fait, l'analyse en fait, de plusieurs CREC nous a conduit à élaborer un plan d'action, voilà, que je vous présenterai un peu tout à l'heure. Donc, les événements indésirables autour du circuit du médicament, c'est 10 à 15 voilà, événements par an. Le plan d'action, donc c'est élaboration de formation sur le circuit du médicament en e-learning. Donc, on a tout d'abord fait des petits films sur les bonnes pratiques. Ensuite, le soignant doit répondre un peu à un questionnaire pour voir ce qu'il a bien saisi voilà, du petit film. Et après, du coup, on présente le protocole sur la bonne démarche à suivre. Par ailleurs, donc, en termes de plan d'action, on a vu aussi pour que les infirmières distribuent les médicaments au lit du résident, au plus près, ou ce sont les aides-soignantes ou ASH, mais de plus de 6 mois dans l'établissement, qui ont suivi également cette formation en e-learning. Voilà. Donc les consignes qu'on a données, donc c'est bien de lire avant l'administration à haute voix, de vérifier le nom, le prénom du résident, la date, l'heure d'administration. On a le nombre de sachets qu'on doit administrer. Donc par exemple, on a le 1 sur 2 et le 2 sur 2. Ça, c'est des critères qu'il faut bien vérifier. Et le nombre de médicaments qui sont contenus dans le sachet. Voilà. Donc, il y a une vigilance accrue pour les chambres doubles. Donc, il y a une distribution et une mise en bouche. Pour certains établissements, c'est fait par les hôtelières, en fait. Voilà. Donc, il y a eu un abandon de certaines pratiques voilà, où les médicaments, en fait, étaient déposés dans toutes les chambres, dans des petites cuillères ou dans la salle à manger avant que les résidents n'arrivent, en fait. Donc, ça a été source aussi de beaucoup d'erreurs. Donc, les prochaines étapes qu'on a identifiées dans le respect de l'identité-vigilance et la sécurisation du résident, c'est de mettre aussi en place des bracelets d'identification pour les consultations externes pour les résidents qui présentent des troubles cognitifs. Parce qu'on s'est déjà aperçu qu'il y avait eu des problématiques au niveau des consultations. Quand les ambulanciers déposent le résident à la consultation, le résident qui a des troubles cognitifs, il ne sait plus qui il est, etc. On va travailler avec le laboratoire pour leur fournir aussi la copie de la carte d'identité du résident, que pour eux-mêmes puissent faire une certification de l'INS, parce que pour l'instant, ils n'ont pas les moyens de le faire pour nos résidents. Il y a aussi une étape qu'on n'a pas fournie, mais on veut retravailler aussi sur le plan de table. Alors, je ne sais pas si ce sont les gens qui travaillent en médico-social, mais ça, c'est un vrai casse-tête de sécurité, le plan de table. Donc, c'est un énorme travail et nos logiciels, pour l'instant, ne sont pas du tout adaptés. Alors, pour faire un peu un focus sur la mise en place de l'INS, on a eu, pour la mise en place du projet en lui-même, des difficultés quand même, parce qu'il y avait des outils qu'on n'avait pas dans le médico-social, on n'avait pas de lecteur de carte CPE, du coup, il fallait en obtenir une, avoir un certificat, un contrat d'adhésion avec l'ANS, l'Agence nationale de santé, un certificat CPE, puis après, comme on veut déployer le DMP, il faut un autre certificat pour le DMP. Bon, c'est un peu complexe, surtout pour les structures qui n'ont pas les ressources comme nous, on a au niveau des résidences de l'aune. Donc, pour les petits établissements médico-sociaux ou handicap, ça va être très compliqué à mettre en place quand même.
Il faut aussi, du point de vue technique, si on n'a pas les ressources non plus en interne, parce qu'il y a des prérequis qui sont demandés par les auditeurs, par les éditeurs et sur le bureau des entrées, avec les certificats, certains logiciels comme Crystal Report, etc. Et puis sur l'éditeur du dossier de soins informatisé. Donc c'est assez complexe, sans guide, sans aide, voilà, ça prend un petit peu de temps. On y arrive. Donc, nous, depuis le mois de mai à peu près, on a mis en place l'INSEE avec les bureaux des entrées. L'appel au serveur INSEE reste complexe quand même, maintenant qu'on est en mode routine. Alors, soit le site n'est pas disponible, soit c'est la carte CPE qui n'est pas lue, alors il faut débrancher le lecteur, le rebrancher, le réinitialiser, etc. Ça peut être un peu compliqué. Alors, une fois que c'est en place, en revanche, c'est super rapide, c'est pas compliqué. Pour les secrétaires, c'est peut-être 2-3 clics supplémentaires. Et après, c'est quand même un vrai gain. Après, dans notre logiciel de soins informatisés, on a tout en lien avec l'INSEE. Le QR code apparaît, l'identifiant apparaît et sur le DFLU et sur les ordonnances, et puis bientôt sur les courriers qui vont sortir. Donc, après, c'est pas compliqué. C'est vraiment la mise en place du projet qui est un peu complexe, mais après, en routine, c'est vraiment pas compliqué. Alors, il fallait qu'on parle de la communication auprès des usagers et des professionnels. Donc, quand on a préparé le diaporama avec Delphine, on s'est dit, ben oui, ben non, on ne communique pas. Et on communique peu sur l'identitovigilance au sein des EHPAD. Alors, auprès des usagers, bah déjà, on a quand même beaucoup de résidents qui ont des troubles cognitifs. Donc, quoi communiquer? Pourquoi? Et quel sera l'objectif de cette communication? Auprès de nos professionnels, ce n'est pas une communication à proprement dit sur l'identitovigilance, mais plutôt sur la gestion des risques dans sa globalité. Et on travaille beaucoup sur ça. Il faut peut-être qu'on insiste quand même pour les résidents qui ont des problèmes cognitifs. Comment on peut mettre plus d'accent sur la vérification. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes problématiques dans le sanitaire. Nous, un résident, c'est une durée de séjour de 2-3 ans. On ne lui demande pas son identité à chaque fois qu'on fait une prise de sang ou qu'on lui donne les médicaments. C'est pas, enfin, en voie orale, mais on ne lui demande pas l'identité. On n'est pas dans le sanitaire. C'est vraiment notre culture. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce retour. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais on a un temps de questions-réponses là sur 10 minutes environ. Donc, n'hésitez pas à les poser dans l'espace discussion. On va pouvoir les poser à nos deux intervenantes. Moi, je voulais juste peut-être appuyer, avant d'avoir la première question, sur donc la mise en place du projet, effectivement, où vous indiquiez que c'était compliqué. C'est vrai que vous avez été, je pense, dans les premiers établissements médico-sociaux à déployer l'INS. Ça reste encore assez peu déployé dans le secteur. Et on se sert effectivement au niveau régional et national du retour des premiers établissements qui ont commencé à déployer. Donc c'est vrai que les difficultés autour des cartes CPE et éventuellement des certificats logiciels pour ceux qui passeront par un appel au téléservice par certificat logiciel, ça a été remonté, la difficulté pour les structures qui se sentaient un peu seules. Donc voilà, il y a des guides plus simplifiés qui ont été élaborés depuis. En région, il va être diffusé très prochainement un guide simplifié pour la commande de cartes en fonction de si vous avez déjà fait un contrat avec l'ANS ou pas. Les démarches ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, pour les structures qui n'ont pas forcément toutes les ressources en interne, je comprends que ça peut être difficile. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers nous pour qu'on puisse vous aiguiller vers les bons outils. Voilà, c'était un complément. Alors, on a 2 questions déjà qui nous sont venues. Sur les étiquettes du résident, est-ce que c'est le nom d'usage, le nom de naissance qui est indiqué ou les deux? Les deux. Les deux, très bien. Et donc, j'imagine qu'au quotidien, le nom d'usage, c'est quelque chose que vous... dans le dialogue direct avec le résident, c'est quelque chose d'important. Okay. Et pour les résidents qui ont des troubles cognitifs, est-ce qu'ils sont-ils accompagnés lors de leur examen? Alors parfois, mais ce n'est pas toujours le cas en fait. On ne peut pas tout le temps, quoi. On essaie de solliciter si on peut les familles. Détacher des soignants, ça arrive vraiment, mais à titre très exceptionnel. On est plutôt dans une pénurie, voilà, avec quand même pas mal d'arrêts de travail.
Voilà. Mais quand les familles ne peuvent pas, ben, ce n'est pas toujours le cas, quoi. Très bien. Alors là, je pense, si on en revient au sujet de l'identito, les documents de liaison qui accompagneront le résident lors de l'examen, notamment au niveau de l'identité, là, l'INS a tout son rôle de sécurisation auprès de l'acteur de santé ou de la structure dans laquelle il y aura l'examen. À chaque consultation externe, on imprime un DLU un peu simplifié, donc c'est un dossier liaison d'hospitalisation, où on met toute l'identité du résident et on met aussi du coup la copie de la carte d'identité. Très bien. Donc là, c'est vraiment des pratiques sécurisantes effectivement pour le professionnel de santé derrière qui recevra le patient, le résident. Donc la petite photo aussi à chaque fois. Et la photo, très bien. Oui. Alors, pour le moment, on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas, on a encore 2-3 minutes. Moi, j'en avais une éventuellement. Donc, on voit que vous avez mené pas mal d'actions, notamment autour du circuit du médicament. On dit souvent que l'identito-vigilance, ça reste un peu comme une démarche administrative. C'est pas toujours bien perçu par les soignants comme faisant partie de la prise en charge de l'accompagnement. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, vous, ou comment vous arrivez à mobiliser peut-être les professionnels pour arriver à montrer que l'identito-vigilance, c'est vraiment l'affaire de tous et que c'est pas que la création de l'identité. On parle des AG qualité. Déjà, on a une sensibilisation des professionnels, on fait des AG qualité tous les ans. On a différents groupes, gestion des risques aussi, bien-traitance, hygiène, et puis gestion des risques, globalité avec le retour d'expérience des FEI et des CREX. Donc là, on en a 2 par an par établissement. Et puis, le circuit du médicament sur lequel, quand même, c'est vraiment notre risque majeur par rapport aux résidents, a vraiment été un levier par rapport à l'identito-vigilance, parce qu'on a eu, il faut le dire quand même, des erreurs de médicaments qui ne sont pas adressées aux bons résidents, et on en a encore. Et quand on les analyse, c'est souvent des nouveaux arrivants, c'est des gens qui ne sont pas habilités à distribuer des médicaments, qui le font parce que, pénurie de personnel, etc. Donc, on en arrive que les gens sont très sensibilisés sur le circuit du médicament et du coup, à la vérification de l'identité. Donc, en fait, on n'a pas fait un focus identito-vigilance, circuit du médicament, c'est vraiment venu de la sécurité du résident, une démarche plutôt qui est amenée après l'identito-vigilance. Mais c'est plutôt vraiment la sécurisation. On voit bien que c'est bien inscrit dans votre démarche globale, sécurité. Bravo en tout cas et merci pour ce témoignage. C'était important pour nous que le médico-social et des EHPAD puissent témoigner ce matin. Vous parlez notamment du risque lié aux médicaments. Effectivement, c'est bien de pouvoir le dire clairement qu'il y a des risques effectivement aussi liés aux médicaments. Donc merci beaucoup. On va pouvoir passer au second témoignage. Et donc, on va laisser la parole à la Fondation Georges Coulon, donc dans la Sarthe également. La Sarthe est à l'honneur ce matin. Donc, on va accueillir Sandra Marigot, Céline Mondeau, Marc Pavelot et Olivia Scribo. Donc, on va les avoir tout de suite. Et je vais également, dans un premier temps, les laisser se présenter. Bonjour, est-ce que vous voyez notre diaporama? On voit votre diaporama également. Donc, on va se présenter. Donc, moi, Sandra Marigot, responsable qualité et gestion des risques et présidente CIV. Céline Monteau, donc je suis au service des frais de séjour. Je suis référente du logiciel administratif Medsphere et référente identito primaire. Marc Pavelot, cadre de santé dans un service SSR, orthopédie et aussi des lits dédiés soins palliatifs. Et donc, je suis aussi référent identification secondaire. Olivia Scribo, agent du bureau des entrées et sorties. Donc, je m'occupe des entrées et des sorties tout simplement et du dossier administratif. Donc, nous, à la Fondation Georges Coulon, on a 2 instances pour piloter la thématique de l'identito-vigilance. On a d'abord l'autorité de gestion de l'identification, qui est une instance stratégique qui se réunit 2 fois par an, où on va plutôt aborder le périmètre d'action et la composition de la CIV. On va faire un point sur les nouvelles exigences et recommandations en identito. On va mettre à jour notre cartographie des risques, définir notre plan d'action annuel, acter nos stratégies de formation, de sensibilisation et valider notre bilan d'activité. On a ensuite la CIV, la cellule d'identito-vigilance, qui va se réunir 4 fois par an
Là, on va plutôt valider les documents qualité et autres supports qui sont en lien avec la thématique, faire un point sur l'état d'avancement de nos actions, réaliser un point sur les indicateurs suivis par le service des frais de séjour, donc par exemple le nombre de doublons, le nombre d'homonymes, le taux de fusion, ou les indicateurs INSEE avec le taux d'identité provisoire validé, récupéré ou qualifié. Et on va enfin faire un point sur les indicateurs suivis par le service qualité, donc par exemple le taux de modification d'identité par trimestre. Et on va passer en revue les éléments indésirables qui ont été déclarés entre chaque CIV. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Fondation, on a plusieurs activités, donc la médecine nécessaire sur 2 sites géographiques, 2 EHPAD, un FAM et 4 antennes de SIAD. Et depuis la création de la CIV en 2010, il n'y avait que le sanitaire qui était dans le périmètre de la CIV. Donc, on a acté en 2021 d'étendre notre périmètre au médico-social en commençant par intégrer les EHPAD. Donc, à partir de 2022, depuis le début de l'année, on a un membre du médico-social pour le moment au sein de la CIV. Donc, historiquement, depuis la création de la CIV, la présidence a toujours été assurée par des médecins qui étaient également l'unique référent local en identito-vigilance. Mais suite à un départ en retraite du médecin, et vu le contexte Covid avec les difficultés RH, où il était difficile de trouver un remplaçant et de mobiliser un autre médecin sur le pilotage de la CIV, il a été décidé que je reprenne la présidence. Et ce changement, il a eu lieu juste après la décision d'intégrer les EHPAD dans le périmètre de la CIV. Donc, il semblait à ce moment-là plus pertinent d'avoir plusieurs référents par secteur d'activité et par domaine d'expertise. Donc, on a sur le sanitaire un référent identification primaire, donc Céline, et sur l'EHPAD, un autre référent d'identification primaire qui est, elle, agent d'accueil, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous. Sur l'identification secondaire, on a 2 référents en sanitaire, donc, dont Marc qui est là et une autre IDE. Et on n'a pas pour l'instant de référent sur les EHPAD. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Céline pour son retour d'expérience sur la mise en place de l'INS. Merci Sandra. Donc, comme vous disiez Sandra, la Fondation Georges Coulon gère donc différents établissements dans le secteur sanitaire et puis également donc, dans le secteur médico-social avec nos EHPAD, le FAM et les services des SIAD. Par contre, on a un seul logiciel unique pour la Fondation dans lequel donc, toutes les identités des patients ou résidents est créé. Donc, c'est le logiciel Medsphere de l'éditeur Evolucare. Et donc, on a un autre éditeur, par contre, pour le logiciel médical, qui est donc Crossway de chez Mencare. Donc, nous, ici, au niveau de la Fondation Georges Coulon, on a d'abord déployé l'INS dans un premier temps sur le secteur sanitaire, puis petit à petit, donc, pour le médico-social, avec tout d'abord le FAM et les EHPAD, et pour finir, les services des SIAD. Donc, au niveau du déroulement de l'INS, on a commencé dès décembre 2020 par des webinaires qui ont été proposés par nos éditeurs de logiciels, que ce soit médical ou administratif, qui nous permettaient de comprendre un petit peu comment cela allait fonctionner et comment on pouvait le déployer. En janvier 2021, notre éditeur de logiciels nous a permis uniquement une présentation du téléservice en base test qui permettait aux personnes qui créent l'identité de se familiariser un petit peu avec ce service, mais juste une présentation. Par contre, en mars de la même année, le consultant Medsphere est venu sur site pour proposer une formation d'1 heure à ses utilisateurs qui permettait donc vraiment de visualiser comment on allait pouvoir utiliser ce téléservice en base test. On a pu donc l'utiliser pendant environ 1 mois, faire des tests sur des patients déjà présents ou sur des nouveaux patients, on crée des identités pour pouvoir tester ce téléservice. Ça nous a permis pendant ce temps-là de voir également que l'INS, quand il est qualifié, n'était pas à ce moment-là intégré, n'arrivait pas jusqu'au logiciel médical Crossway. On a également pris le temps de commander nos cartes pour les utilisateurs qui n'en avaient pas encore, puisqu'on avait un délai qui était quand même assez long pour les recevoir. En mai 2021, on a pu installer cette version en base prod et donc on a commencé à utiliser
le téléservice INSI, mais donc le logiciel Crossway, ça a été un petit peu plus long, ne le recevait toujours pas l'INS qualifié. À la fin du mois de mai 2021, donc tous les agents administratifs du secteur sanitaire utilisent le téléservice INSI. Et à ce moment-là, on a mis à jour en fait toutes les identités des patients présents dans nos établissements au 1er janvier 2021, puisque la loi indiquait que l'INSI devait être fait à partir du 1er janvier 2021. Donc, on a repris nos éditions de patients présents sur le secteur sanitaire pour pouvoir mettre à jour. Et puis, on a réussi, avec une mise à jour également de connecteurs, à ce que le logiciel Crossway puisse récupérer l'INSQ. Ensuite, donc, sur les 6 mois qui ont suivi, on a déployé l'INS sur les EHPAD, puis sur les services d'ESIAL, en proposant des formations aux agents, puisque c'est quelque chose qui n'était pas habituel pour eux, donc à travers des sensibilisations et des petites formations. Donc, la dernière étape cette année, pardon, ça a été la propagation, cette fois de l'INS, au logiciel pharma, donc pour la pharmacie, et puis le logiciel des repas Estia. Donc, l'objectif maintenant, c'est de propager l'INS au logiciel Microsoin, donc pour le service des SIAD, Memorialis, c'est pour l'unité d'Alzheimer, et le logiciel éventuellement de radio Myriam. Au niveau des actions qui ont été réalisées, donc on a beaucoup communiqué en fait auprès de nos agents. Et puis je me suis beaucoup servi des fiches pratiques justement du réseau des référents régionaux d'identito-vigilance, des 3 rives. Et puis on créait régulièrement des petites procédures en interne avec des imprimes écrans pour pouvoir communiquer et puis expliquer au mieux aux agents comment se servir du téléservice. Régulièrement avec Olivia, on faisait des formations auprès des agents sur la sensibilisation à l'identito-vigilance. Donc cette sensibilisation, on proposait en fait, on présentait le téléservice INSI, comment rechercher l'identité du patient sur notre base de données, qu'est-ce qu'un doublon, que faire en cas de doublon. Et donc on proposait également différentes procédures pour pouvoir, à la connaissance des procédures, pour pouvoir réagir au mieux dans ces situations. Et donc justement, les procédures, on les a revues entièrement au niveau, enfin pratiquement, au niveau de notre cellule d'identito-vigilance, en lien avec donc la mise en place de l'INS. Alors, au niveau des points positifs, nous, on a été quand même très bien accompagnés par notre éditeur du logiciel dans le déploiement de l'INS. On a eu une très bonne adhésion des agents du sanitaire au dispositif. Moi, j'ai eu comme retour que le téléservice était quand même très simple d'utilisation. On sait que l'identité des patients est vraiment contrôlée et vérifiée pour chaque nouvelle création d'IPP. Et puis régulièrement, les agents s'interrogent. Souvent, ils nous questionnent, ils nous appellent pour savoir si on doit ou pas qualifier l'identité d'un patient quand on a justement une divergence entre la pièce d'identité validante et le retour du téléservice INSI. Les points négatifs, ça a été un petit peu l'accord entre les différents éditeurs de nos logiciels. Et puis nous, on a un souci par contre avec la recherche de l'INS à partir de la carte vitale des patients, puisque ça ne fonctionne pas, on a un message d'erreur. Donc ça, c'est en cours avec éventuellement notre service informatique et puis notre éditeur. Donc nos difficultés, aujourd'hui en tout cas, c'est le fait parfois de ne pas pouvoir qualifier l'INS lorsqu'on a une discordance mineure. Donc exemple, une double consonne sur un prénom. Dans ces cas-là, donc nous, on ne qualifie pas l'INS puisque le téléservice et la pièce d'identité validante ne sont pas en parfait accord. Alors, est-ce que c'est gênant après pour le dossier médical partagé?
certainement, puisque donc l'INS n'est pas qualifié, donc n'est pas renvoyé à notre logiciel médical. Donc les prénoms composés posent souvent problème. Le téléservice renvoie un tiret, pas toujours. Et donc, on a toujours des hésitations sur les prénoms composés. Et puis, nos difficultés, c'est un petit peu avec le secteur médico-social, en tout cas sur les services des SIAD, puisque nous, en fait, ce sont les IDE qui créent l'identité dans un logiciel qu'elles utilisent, qui est renvoyé ensuite à notre logiciel administratif. Et ensuite, ce sont donc des administratifs qui vont qualifier ou pas, enfin, en tout cas, qui vont faire la recherche sur le service INSI. Donc là, c'est un petit peu plus long à mettre en place. Ça commence progressivement. Et puis, un petit peu des manques de ressources également à ce niveau-là. Donc, ça prend un petit peu plus de temps, notamment aussi pour l'ESA, où là, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc je redonne la parole à Sandra. Dans notre stratégie de communication qui est destinée aux professionnels, un de nos objectifs, c'était de faire connaître la CIV. Donc, un des outils qu'on a utilisé, c'est la fiche politique sur la thématique identification de l'usager à toutes les étapes de sa prise en charge, dans lesquelles on va expliquer comment est pilotée l'identité sur l'établissement, qui sont les référents, quel est notre plan d'action. On va donner quelques chiffres clés. On définit des mots-clés également, comme l'INS. On liste les documents incontournables de la thématique et on rappelle quelques bonnes pratiques. On a ensuite profité de la mise à jour des livrets d'accueil destinés aux nouveaux salariés et stagiaires pour rajouter une présentation de la CIV. Dans les actions en cours, on est en train de construire un poster de présentation de la CIV dans lequel on décrit notre fonctionnement, nos missions, les membres qui participent à la CIV, qui sont les référents, et on redonne également quelques définitions de mots-clés. Nous avons également prévu quelques dates de présentation de la CIV dans les services de soins par un des membres de la CIV, en ce qu'on appelle en mardi ou jeudi de l'info. Donc en fait, c'est un format court dans les services de soins. On peut toucher un maximum de professionnels des services de soins. Voilà. L'autre objectif, c'est de rappeler les bonnes pratiques aux professionnels, donc former les professionnels créant les identités, donc ce dont Céline nous a parlé. En cours, on a parallèlement à l'autre présentation de la CIV, on va également sensibiliser les professionnels en identification secondaire, pareil sur le même format mardi et jeudi de l'info. Et on doit également reprendre les formations des professionnels, donc les formats plus longs de 2 heures, où là, on doit refaire tous les rappels des bonnes pratiques, que ce soit identito primaire et identito secondaire. Pour les usagers, on a tout d'abord le livret d'accueil des patients, où on a rajouté l'information sur l'INS. On a également, dans la partie admission, un paragraphe qui est intitulé « Bien vous identifier pour votre sécurité », qui explique l'importance de l'identification du patient tout au long de son séjour, notamment via le bracelet d'identification. On a installé sur tous les points d'accueil, au bureau des entrées-sorties, au secrétariat des consultations externes, une affiche où on explique encore l'importance de la vérification de l'identité du patient à l'admission et tout au long du séjour. Donc, c'est une affiche du réseau 3 Rives qu'on a adaptée. On a également sur l'affichage dynamique, donc sur nos écrans, un message qui défile sur l'importance de fournir une pièce d'identité à l'admission. En bilan pour les points forts, on a la chance d'avoir des membres de la CIV qui sont impliqués, qui sont assidus aux réunions, qui participent activement aux différentes actions, que ce soit dans la création ou la mise à jour des documents ou des supports, ou dans la participation des temps d'information, de sensibilisation, de formation. On a également le signalement des anomalies et des corrections administratives, qui est quelque chose d'acquis et maîtrisé par le personnel. Au niveau des difficultés, nous avons du mal à mobiliser les soignants sur la thématique de l'identitovigilance, parce que pour eux, c'est une thématique très administrative, notamment à cause de notre composition. On a majoritairement des agents administratifs. Donc, on a également des difficultés à recruter des nouveaux membres, soignants ou d'autres professionnels qui sont davantage concernés par l'identité secondaire au sein de la CIV, donc également à cause du contexte Covid et des difficultés en ressources humaines.
Au niveau des perspectives, pour faire suite à ce que je venais de dire, on voudrait intégrer davantage de professionnels de terrain, que ce soit en sanitaire ou en EHPAD. Un des autres outils qu'on a à destination des professionnels, c'est le journal de la qualité. Donc, on voudrait présenter la CIV et les référents dans un article, avec ce qu'on appelle, nous, un QPO-QCP sur la CIV. Il faudrait qu'on déploie nos actions sur les EHPAD, parce que pour l'instant, on ne l'a pas fait. Donc, présenter, un peu dupliquer ce qu'on a fait sur le sanitaire, donc de présenter la CIV et ses missions aux professionnels. Donc, pareil, sur un format court, un peu comme les mardis et jeudis de l'info, mais là, ce sera réalisé par notre référent en identité primaire EHPAD. Il faudra recruter un référent en identification secondaire et travailler sur les bonnes pratiques d'identité-vigilance, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de pratiques qui sont formalisées sur le médico-social. Il faudrait multiplier les temps d'information et de sensibilisation en incluant les professionnels de tous les services, et leur faire comprendre que l'identito, c'est une thématique transversale et pas administrative. On a également commencé à sensibiliser nos partenaires aux bonnes pratiques d'identito-vigilance, comme par exemple nos ambulanciers. On a fait un premier audit sur leurs pratiques. On voudrait faire un atelier sur l'identito-vigilance lors de la semaine sécurité patient résident, mais en 2023, et pourquoi pas avec le Serious Game s'il est adapté. Et un des objectifs à long terme, bien sûr, ce sera de progressivement inclure les autres services du médico-social dans le périmètre de la CIV. Merci de votre attention. Eh bien, merci également voilà, pour ce témoignage. Voilà, c'est important de montrer des organisations possibles, notamment autour de l'identito-vigilance. Et c'est vrai qu'on voit que dans votre structure, vous avez fait le choix d'avoir référent pour l'identification primaire, référent pour l'identification secondaire. Voilà, donc c'est intéressant de voir les différentes organisations. Et puis, voilà, je note également l'appui que vous avez cité sur les fiches pratiques du Trois-Rives. Voilà, donc encore une fois, je vous incite à ceux qui ne les connaissent pas d'aller les consulter, parce que je pense que ça peut vraiment être une aide, en tout cas pour la partie INS. Alors, nous avons une question des participants. Comment qualifiez-vous l'INS a posteriori si vous n'avez pas une pièce d'identité ? Alors, je ne sais pas dans quel cas... On ne peut pas qualifier, en fait, l'identité tant qu'on n'a pas de pièce d'identité validante, en fait. Alors, je ne sais pas si c'était dans les situations des SIAD qu'elle a été posée cette question ou pas. Mais effectivement, la qualification, c'est bien la recherche de l'INS et la validation avec la pièce d'identité. Alors, justement, pour vos SIAD, donc, oui, c'est en train de se mettre en place, si j'ai bien compris. Oui, oui, ça se met en place oui, progressivement. Du coup, c'est l'infirmière qui crée Alors, elle crée le patient dans son logiciel. Après, elle scanne également les pièces d'identité. D'accord. Et voilà, elle scanne les pièces d'identité quand elle les a des patients. Et après, donc, les personnes de l'administratif ont accès informatiquement aux pièces d'identité. Et au moment où elles font la recherche de l'INS, elles vérifient avec la pièce d'identité qui a été scannée par l'IDE. D'accord, ok. Très bien. Et au niveau des usagers ou des patients, comment est-ce que c'est perçu ? Donc, on a vu que vous avez fait beaucoup de communication, déjà que ce soit auprès de vos professionnels ou auprès des usagers. Et est-ce qu'il y a des retours particuliers que vous avez pu noter des usagers ou des patients ? Pas spécifiquement ? Pas forcément, non. Ok, très bien. Alors, on a des nouvelles questions. Donc, si on a un certificat logiciel INS intégré dans le DUI, doit-on quand même prendre la carte CPS ? Alors, je peux peut-être répondre. Non, effectivement, en fait, pour appeler le téléservice INSI, il faut être authentifié en tant que professionnel. Et pour s'authentifier, on a deux possibilités. Soit c'est une carte CP, alors on va citer les cartes CPX, donc qui peut être soit une carte CPS si on est professionnel de santé, soit une carte CPE si on est professionnel d'établissement, notamment les agents du bureau des entrées, les secrétaires médicales. Donc, c'est soit les cartes CPX, soit un certificat logiciel qui est installé au nom de la structure et qui permet aux professionnels habilités à appeler le téléservice de le faire directement. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et une autre question, est-ce qu'il faut reprendre l'INS de tous les usagers depuis le début de l'année ?
Donc, vous, effectivement, vous indiquiez que vous aviez fait le choix de reprendre l'INS pour tous les usagers présents, je pense, encore, depuis… 1er janvier 2021, oui, étant premier- donné qu'on l'a mis en place en mai 2021, on a repris pour le sanitaire. En tout cas, ça n'a pas été fait dans le médico-social, mais on a repris tous les patients présents au 1er janvier 2021. Voilà. Donc, il n'y a pas d'obligation à reprendre l'INS pour l'ensemble de votre base patient. Par contre, effectivement, si vous avez, en fonction de vos secteurs, des patients qui sont encore présents là aujourd'hui pour lesquels vous n'avez pas récupéré l'INS, c'est quelque chose qui peut être fait. L'INS est vraiment là dans un enjeu pour sécuriser alors à la fois l'identité en interne, mais également dans le partage et l'échange de données. Donc, c'est vrai que si c'est un patient qui, pour le moment, n'est pas pris en charge chez vous, il n'y a pas d'intérêt à revenir sur l'historique, en tout cas antérieur de votre base patient. Et on a un commentaire de l'HAD Nantes qui nous dit qu'il rencontre également la difficulté en HAD, donc effectivement, je pense que vous êtes un peu comme les CIALD, sur la pièce d'identité qui est parfois récupérée a posteriori. Oui, je ne sais pas si vous vouliez intervenir. Oui. Non, après, c'est vrai que ça arrive souvent que les patients arrivent sans pièce d'identité, donc effectivement, on la récupère par la suite. C'est ça. Donc là, on est vraiment dans la démarche d'information des usagers. Donc on voit que vous le faites dans votre structure. C'est aussi quelque chose qui s'applique à tous les acteurs de santé. Donc l'usager va aussi s'habituer à ce qu'on lui demande sa pièce d'identité et l'avoir peut-être plus facilement avec lui lorsqu'il se rendra dans un examen médical. Mais effectivement, l'INS peut tout à fait être qualifié a posteriori. La prise en charge, elle continuera à se faire de la même façon. Maintenant, l'enjeu de la qualification, il est effectivement de pouvoir alimenter notamment le DMP, vous le disiez, pour pouvoir envoyer un document dans le DMP, en tout cas à partir de janvier 2023, il faudra qu'il y ait l'INS qualifié. Donc là, tout l'enjeu, il est là. Et plus c'est intégré dans le process d'admission au fil de l'eau, plus ça simplifiera effectivement la qualification. Mais je pense qu'il y a encore pas mal d'informations des usagers. Alors, on a des nouvelles questions. Dans le cadre du RGPD, pouvons-nous conserver la photocopie de la pièce d'identité dans le dossier patient ? Donc là, je peux peut-être vous répondre également. Effectivement, la CNIL a été sollicitée pour savoir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait conserver les pièces d'identité. Donc, c'est bien autorisé. On peut garder une copie, un scan de la pièce d'identité à condition que les accès soient bien sécurisés. Donc, il y a des logiciels de gestion administrative, de GAP, de GAM qui proposent des systèmes sécurisés avec cryptage. On peut la conserver 5 ans depuis la dernière venue. Donc, en fonction de la dernière venue du patient ou de l'usager, vous pouvez les conserver 5 ans. Vous retrouvez également dans les fiches pratiques du 3RIV une fiche spécifique sur justement la gestion de la copie de la pièce d'identité qui vous apportera toutes ces précisions. Je crois que c'est la 06 si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, vous pourrez aller voir à travers les liens et il y a une fiche dessus. Et alors, attendez. Alors, on a comment gérez-vous les anomalies d'identité constatées dans les services ? Un circuit de gestion de l'anomalie est-il mis en place et comment diffusez-vous l'information des corrections ? Donc, lorsque effectivement une erreur d'identité est constatée, mais plutôt dans le service de soins et pas au niveau de l'accueil. Je laisse répondre, du coup. Nous travaillons effectivement par rapport aux homonymies. Donc, nous sommes vigilants à l'accueil des patients par rapport au risque sur l'homonymie, tant au niveau du prénom que du nom et de la sonorité. Donc, nous signalons avant l'accueil de la personne, nous mettons en place donc une feuille d'information dans chaque tableau des bureaux infirmiers de manière à bien prévenir et permettre la vigilance à chaque professionnel de santé. Et nous travaillons aussi sur cette procédure de l'homonymie de manière qu'elle soit diffusée et sécurisée partout.
Ok, très bien. Donc là, effectivement, tout ce qu'on appelle homonymie ou identité approchante, c'est un risque important à pouvoir gérer dans vos établissements, donc à voir ce qui peut être en place. Et si jamais l'erreur concerne peut-être pas une homonymie, mais vraiment une erreur d'identité, c'est-à-dire qu'au moment où le patient est accueilli dans le service, on se rend compte qu'il y a eu une erreur, l'information est rebasculée vers l'accueil ou les étiquettes sont refaites au niveau du service. Comment est-ce que c'est géré? Ils doivent déjà alerter normalement les services d'accueil qui impriment les étiquettes et ils doivent déclarer, donc faire un signalement d'événement indésirable pour qu'ensuite la CEB puisse l'analyser ou s'il n'y a pas une analyse approfondie, au moins décider de ce qu'on va faire, si on a des pratiques, de faire des rappels de bonnes pratiques ou est-ce qu'il faut modifier nos procédures. D'accord, très bien. Alors, Nous avons travaillé effectivement sur la mise en place du dossier. Quand les personnes sont accueillies, ils montent avec les papiers du dossier, alors que tout le dossier est informatisé à côté, justement pour sécuriser tout ce processus. D'accord. Alors, une nouvelle question à nouveau. Quand la personne âgée n'a plus de pièce d'identité valide, comment fait-on? Donc là, je peux peut-être y répondre également. Le RNIV le précise bien, on peut quand même qualifier une identité, même si la pièce d'identité présentée n'est plus valide. Que ce soit la carte d'identité ou le passeport, voilà, c'est accepté. Et alors, j'en profite peut-être parce qu'on avait eu une question en amont du webinaire autour justement des pièces validantes l'identité pour les résidents en EHPAD. Je sais qu'il y a eu beaucoup de remontées en ce sens. Les résidents en EHPAD n'ont pas forcément toujours une pièce d'identité en leur nom, ou alors ils en ont peut-être eu une, mais ils ne l'ont plus. Face aux différentes remontées qui ont été faites, il y a eu une évolution du RNIV, du référentiel national d'identité-vigilance. Donc la nouvelle version de juin 2022 intègre ces nouveautés en termes de pièces validantes. Et donc il est accepté pour les résidents d'EHPAD d'accepter un extrait d'acte de naissance ou le livret de famille, accompagné d'un titre d'identité, donc plutôt du descendant. Pour les mineurs, c'était d'un parent, mais là, d'un descendant, pour pouvoir faire le lien, effectivement, entre l'extrait d'acte de naissance ou le livret de famille et le descendant. Donc, je pense que voilà, ça pourra simplifier certainement. Je ne sais pas si vous, dans vos EHPAD, c'était à la Fondation Georges Coulon des difficultés remontées, mais en tout cas, ça l'a été. A priori, non. Ça n'a pas été remonté, en tout cas. D'accord. Et puis dans les nouvelles pièces également, sur le volet, le RNIV du mois de juin 2022, ça concerne les titres de séjour. Avant, c'était uniquement les titres de séjour permanents qui étaient autorisés. Et avec la nouvelle version, ça a été ouvert à l'ensemble des titres de séjour. Juste pour vous expliquer rapidement, en fait, on s'est aperçu qu'a priori, il n'y avait pas d'erreur plus importante sur des titres de séjour provisoires que permanents. On sait que c'est des documents qui peuvent parfois ne pas être parfaits en termes d'identification. Mais néanmoins, l'objectif a été de se dire si la corrélation elle est totale entre le retour du téléservice INSI et le titre d'identité, que ça correspond à 100%, autant se permettre de qualifier l'identité, puisque là, on ne prend pas de risque, et de permettre quand même à ces usagers pour qui, justement, avoir un DMP et donc un espace santé alimenté était certainement intéressant dans le cadre de parcours de santé, parfois dans des lieux différents. Donc, c'est pour ça que ça a été ouvert. Alors, une nouvelle question. Est-il possible d'échanger une copie de pièce d'identité entre établissements lors d'un transfert de MCO vers HAD, par exemple? Alors, oui, j'avoue que c'est une question que je ne m'étais pas posée jusqu'alors. Tout à l'heure, du coup, les résidences de l'Aune indiquaient que c'était quelque chose qu'ils allaient mettre en place ou qui était déjà fait avec le laboratoire. Voilà. On pourra revenir vers vous vraiment d'un point de vue juridique sur ces éléments-là. Là, j'ai pas les réponses aujourd'hui, mais effectivement, on se le note et on reviendra vers vous. Ok, je pense que voilà, on voit qu'il y a eu pas mal de questions autour de ce sujet qui questionnent fortement. Donc voilà, pour toutes les questions vraiment sur la partie INS, je vous invite à assister si vous le souhaitez au temps mensuel questions-réponses, ou auquel on pourra répondre à toutes ces sollicitations. Et puis bien sûr, si vous ne pouvez pas assister spécifiquement à ce point-là, vous pouvez me contacter au niveau du GCS e-santé.
Et ben encore merci en tout cas à vous pour cette intervention, ce beau témoignage et toutes ces actions menées. Voilà. On va ensuite, merci. On va passer donc à notre dernier témoignage et donc on va laisser la parole au CH Saint-Nazaire. Donc, bonjour à tous, Anne-Sophie Guyon, coordinatrice des secrétariats médico-administratifs sur l'hôpital de Saint-Nazaire. Bonjour, donc Déborah Gilles, je suis secrétaire médicale au sein du secrétariat de consultation médecine. Bonjour, Sandrine Bimoldi, donc responsable cellule admission facturation et référent identité vigilant. Bonjour, Charlie Averti, je suis référent opérationnel identito-vigilance au niveau de la cité sanitaire. Bonjour, je suis Ingrid Guillou, donc je travaille au bureau des entrées de psychiatrie et gestionnaire d'espace en consentement et de la banque des usagers. Ah, ouais, voilà. C'est bon, vous voyez là? Oui, c'est bon. Donc, tout d'abord, pour vous présenter le CH de Saint-Nazaire, les activités sont la médecine, la chirurgie, femmes-enfants, urgence réanimation, psychiatrie adulte, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, pôle prévention, HAD, services médico-techniques, gériatrie, EHPAD et USAID. Quelques chiffres clés pour 2021. Donc, nous avons eu 64 900 hospitalisations, 219 983 consultations externes, 77 330 entrées aux urgences. On a mis 14 lits et places. Nous avons eu 26 211 créations d'identité pour 362 213 gestions de dossiers et avec 13 136 identités contrôlées. Une des spécificités des secrétariats médico-administratifs du CH de Saint-Nazaire, c'est que nous n'avons pas de bureau des entrées au niveau de la cité sanitaire, sauf en EHPAD USLD et en psychiatrie. Nous avons fusionné les deux métiers et avons créé une cellule d'admission-facturation qui gère l'identito-vigilance. Nous avons donc une cellule d'identito-vigilance locale qui est composée de l'adjoint à la coordination de la coordinatrice des soins, médecin responsable du département d'information médicale. Nous avons le responsable de la chaîne de facturation, la coordinatrice des secrétariats médico-administratifs. Nous avons le représentant de l'unité opérationnelle d'identito-vigilance, le représentant des systèmes d'information, le référent qualité gestion des risques et le référent en identito-vigilance. En fonction des sujets, nous avons des invités comme le coordonnateur de l'hémovigilance ou des cadres des santé, des domaines satellites, des urgences, la pharmacie, l'imagerie, le laboratoire et le bloc opératoire, en fonction, en fin de compte, des événements indésirables. Cette instance est chargée de piloter ou de participer aux réflexions et actions relatives à l'identito-vigilance. Nous avons choisi d'avoir une fréquence trimestrielle. En mars, on aborde le rapport d'identito-vigilance avec les points sur les objectifs pour l'année. Ensuite, en juin, on fait un point sur les formations, le suivi des objectifs, la gestion aussi un peu des analyses d'événements indésirables. Et on va préparer l'été pour être sûr que tout fonctionne bien. En septembre, on fait le point sur nos indicateurs, sur nos événements indésirables, voir comment s'est passé l'été. Et en décembre, on fait un point sur l'année et on met à jour notre PAX donc, voilà, pour l'année suivante. Également, du coup, on aborde l'analyse des événements indésirables qui est effectuée par l'unité d'identito-vigilance avec les services de soins. Et on aborde également les questions diverses qui peuvent être entre chaque cible, qui nous permettent d'aborder des points spécifiques. Par exemple, avant que le RNUV parle du prénom usuel, nous l'avions abordé en cible. On a abordé également les pièces justificatives d'identité. Voilà. On aborde voilà, tout ce qui nous arrive voilà, dans les sujets d'actualité. Nous avons aussi au sein de la cellule admission et facturation une gestion d'identito-vigilance. Chaque fois qu'un fait strict est modifié dans toutes les applications de notre établissement, nous avons des listes qui nous remontent quotidiennement et nous contrôlons du coup toutes ces identités. Nous validons ces modifications d'identité ou pas. Et du coup, nous faisons aussi les fusions des doublons détectés. Nous contrôlons aussi l'INSKO, puisque nous avons une requête pour ça. C'est le lien avec les secrétaires médicaux administratifs.
Et nous faisons également le rapprochement des identités sur le SRI lorsque nous sommes sollicités par les établissements du GHT, où nous communiquons les pièces justificatives d'identité. Nous faisons aussi partie de la CIV du GHT 44, qui a rédigé une charte commune d'identité-vigilance. Nous nous rencontrons régulièrement pour partager sur nos projets et exemple l'INS que nous avons partagé dernièrement. Du coup, nous avons mis en place le projet INS en janvier 2022, où nous avons constitué un COPIL pour présenter la méthode et le calendrier. Nous avons eu 2 réunions communes avec les directions communes, donc l'hôpital de Savenay, l'hôpital intercommunal de la presqu'île de Guérande, la clinique mutualiste de l'Esper et nous, pour pouvoir mettre à jour nos procédures au vu des référentiels nationaux d'identité-vigilance. Nous avons donc revu notre charte d'identité-vigilance, les modalités de recueil d'une identité, les modalités pour modification de doublons collision d'identité, les modalités d'enregistrement de la non-divulgation de présence d'un patient, les modalités d'enregistrement d'identité usurpée ou douteuse ou homonymique. Nous avons également fait 2 réunions internes au CHSN avec les assistantes médico-administratives des secteurs, dont les urgences externes pour les consultations, l'hospitalisation, l'unité de chirurgie d'accueil ambulatoire, la psychiatrie, avec la coordinatrice des AMA et l'identité-vigilance, pour pouvoir vraiment constituer notre procédure de création d'une identité qualifiée avec l'INS et notre outil de gestion de malades. Nous avons revu également la fiche identité-vigilance que nous avions en interne. Le choix qui a été fait sur ces réunions, c'était qu'on ne pouvait pas imposer quand qualifier l'INS. Donc, nous avons convenu tous ensemble de laisser le choix au SMA des services et à l'intégrer dans leur organisation. Du coup, aussi, pour mettre en place ce projet, nous avons eu des retours d'expérience. Madame Soisigny nous a partagé et ce qui nous a appelé à être vigilants par rapport aux discordances. C'est pour ça qu'on a créé justement notre requête BO avec l'INS-KO. Nous avons aussi testé du coup le recueil de l'INS avec tous les interfaçages entre les logiciels. On avait juste un petit pote avec Urcal qui déqualifiait les identités qualifiées. On a recensé aussi les identifications des cartes CPE qui n'étaient pas toujours nominatives avec toutes les AMA. Nous avons recensé le matériel aussi, puisque c'est pareil, il faut qu'on puisse numériser nos pièces justificatives. Il y avait aussi les accès à la gestion des malades et la gestion d'identité patient. Nous avons du coup dispensé 10 formations qui étaient obligatoires auprès des assistantes médico-administratives et les admissions facturation. Nous avons donc formé 169 personnes, soit 82% de la cible. Nous avons donc présenté aussi aux instances nos projets. Nous avons communiqué par affiche et flyer à l'attention des professionnels et des patients. On a aussi recensé en amont les indicateurs qu'il fallait qu'on mette en place. Et effectivement, on ne pouvait avoir qu'avec la version Ségur qui a été mise en place en septembre dernier. Donc, c'est pour ça que nous avons créé cette requête BO pour pouvoir avoir un lien avec les AMA qui nous remontaient les INS-KO ou si elles avaient un doute, elles nous remontent par les commentaires de notre gamme et nous les traitons, du coup, comme je vous disais précédemment, au sein de la cellule à mission facturation. Et du coup, nous avons validé les pièces justificatives d'identité aussi par la CIV, comme je vous l'indiquais. Donc voilà, c'est la diapo, l'extrait de la diapo. Effectivement, nous aussi, on avait des petits soucis avec les EHPAD et SLD, parce qu'on avait des difficultés à obtenir pour certains patients des justificatifs d'identité. Et on a pu demander auprès de l'État civil qui était d'accord pour nous les fournir. Donc, on a pu mettre ça en place en même temps que l'INS. Donc voilà, ça y est, nous avons pu mettre en place l'INS le 5 avril. Les dysfonctionnements majeurs que nous avons pu rencontrer, c'était, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que Urcal, c'est notre logiciel des urgences qui nous déqualifiait les identités. Donc on a convenu avec les agents d'accueil et les secrétaires des urgences de qualifier uniquement après la sortie les identités.
Aussi, une alerte que nous avons et que maintenant nous faisons attention, c'est les patchs qui sont mis par le service informatique pour corriger quelquefois des mises à jour de nos logiciels. Et suite à un patch qu'on avait eu, on avait un appel automatique de l'INS à la lecture de la carte vitale qui n'était qu'avec le prénom et la date de naissance. Donc là, on a alerté rapidement nos éditeurs pour qu'ils nous retirent cette affiche et ça a été résolu assez rapidement. Voilà, on n'a pas rencontré vraiment, à part ça, des dysfonctionnements majeurs de l'utilisation de l'INSI auprès de nos utilisateurs. Du coup, pour vous faire un point sur les indicateurs que nous avons pu avoir, donc ce sont des données qui sont extraites de Crossway, donc ça veut dire que c'est le centre hospitalier et la clinique mutualiste de l'Espère. Donc, en ce qui concerne les appels INSI, nous avons un taux d'appel à 93, le dernier à 93,61% en septembre, et en juin, il était à 93,33%. Les statuts des identités, donc en qualifié, au mois de juin, nous étions à 86% d'identités qualifiées et au mois de septembre, nous étions à 87,02%. Donc, on remarque une stabilité depuis la mise en place de l'INS de la qualification des identités. Là, vous pouvez repérer, en fin de compte, ces identités récupérées, c'est souvent en lien avec URCAL qui malheureusement nous déqualifie nos identités. Là, ce que je vous montre en fin de compte, c'est du coup nos requêtes INS-KO. Donc, en fin de compte, nous avons la somme de l'INS-KO que nous remontent les AMA, qui est en bleu. En orange, c'est la somme de l'INS-KO confirmée par l'INSEE. Et donc, en gris, c'est les sommes que nous, à la cellule admission facturation, nous avons pu requalifier. Vous voyez qu'au départ de la mise en place, les chiffres étaient assez importants. Nous avons communiqué à chaque fois pour dire les anomalies qu'on repérait et on voit au fur et à mesure qu'il y a une stabilité de ce taux. Et notre objectif, effectivement, c'est que l'INS-KO par DSMA soit égal à celui de l'INSEE et on s'approche du coup de ce taux. Notre objectif est atteint. Nous aussi, comme l'établissement précédent, c'est vraiment une grande difficulté, c'est le premier prénom composé qui est à 53%, 57%. C'est le premier prénom composé qui nous pose problème. On n'a aussi aucun INS trouvé, alors que quelquefois, on a quand même une identité qui ne nous semble pas incorrecte. Et il semblerait que ce sera résolu avec la version Ségur. Donc, on vient juste de l'avoir. On va voir dans le temps comment ça se passe. Là, c'est pour vous montrer les listes quotidiennes. Comme je vous disais, tous les logiciels, à partir du moment où ils touchent aux 5 prescripts, du coup, ça remonte dans notre logiciel Vigilante. Et on voit en fin de compte que depuis la mise en place, donc à partir d'avril, de l'INS, on voit une modification du coup des noms de naissance, des noms usuels, des prénoms, beaucoup, et de la date de naissance. On voit en fin de compte que le fait d'avoir mis l'INS modifie du coup nos identités. Et au vu du nombre de fusions, comme vous pouvez voir, qui n'a pas augmenté, c'est vraiment un indicateur qui démontre que notre objectif est atteint. Nous avons vraiment sécurisé l'identité de nos patients grâce à l'INS. Évidemment, comme tout projet, il faut le suivre. Donc, on essaye de beaucoup communiquer, à chaque fois de présenter du coup les dysfonctionnements qui ont pu avoir. Donc, le 7 avril, donc 2 jours après la mise en place de notre INS, nous avons communiqué déjà rapidement sur les INS-KO. Nous partageons à chaque fois avec les statistiques, le début des statistiques. Le 12 avril, nous avons aussi fait une information de retour INS-KO avec toujours pareil, un partage des retours et puis les statistiques. Le 5 mai, évidemment, il a fallu qu'on communique assez rapidement pour dire que nous avions une anomalie, un dysfonctionnement avec notre carte vitale. Au mois de juin,
ça y est, on voit que ça se stabilise. On fait notre premier point d'étape à 2 mois avec des premiers résultats qui sont très positifs. Donc, on a fait un petit point sur les dysfonctionnements et les statistiques. Et surtout, nous avons remercié toute l'équipe de ces très bons résultats. Et nous avons fait de même le 27 septembre, donc un point d'étape à 5 mois, avec une stabilité toujours de ces bons résultats. Et donc, la transmission des indicateurs que vous avez pu également avoir. Nous avons aussi intégré l'INS dans toutes les formations de tous les logiciels avec un diaporama qui a été réalisé par Identito Vigilant. Nous avons aussi créé une fiche d'information avec une sensibilisation à l'identito-vigilance, l'INS, et la déclaration à l'événement indésirable, qui est remis à tout nouvel arrivant. Évidemment, la première cible, c'est les assistantes médico-administratives. Et nous souhaitons venir également à la semaine de la sécurité en novembre 2022, où nous avons des propositions d'information ludiques pour le personnel et également pour les usagers. Voilà pour notre identito-vigilance au sein de l'hôpital. Et je vais laisser la parole à Charlélie qui va vous parler des situations de traitement de l'INS-KO. Rebonjour à tous. Juste avant de parler des situations de traitement un petit peu plus délicates, pour vous réexpliquer un peu la procédure de qualification de l'INS au niveau des secrétariats. Les secrétaires sont donc autonomes pour qualifier l'identité, comme vous le disait Madame Rimoldi, que ce soit pendant l'accueil du patient ou a posteriori en back-office. Ce qui leur a été imposé, c'est de nous communiquer des INS qu'elles n'arrivaient pas à qualifier. Et on a mis en place, du coup, afin qu'elles ne nous communiquent pas ça ou par téléphone ou par mail, on a mis en place, nous, dans notre gamme, un système de commentaires. On a la possibilité, dans la gamme, de mettre un commentaire permanent qui va être pris sur tous les IEP des patients et un commentaire temporaire qui va uniquement concerner l'IEP actuel. Et donc, quand les secrétaires n'arrivent pas à qualifier les identités, elles doivent nous mettre dans les commentaires temporaires des dossiers INS-KO et la raison de la non-qualification de l'identité. Une requête, du coup, nous tourne tous les jours et nous ressort au jour présent les INS-KO de la veille. Et donc, charge à nous, au niveau de la cellule admission facturation et à la personne qui gère l'identito-vigilance du jour J, de recontrôler tous les INS-KO qui ont été renseignés la veille par les secrétariats. Ce qui a principalement posé problème au niveau des retours des INS-KO, ça a été les problèmes de code commune, les anciens codes communes qui, par exemple, la région parisienne ont été modifiés, ou par exemple, les codes communes de communes qui n'existent plus aujourd'hui, par exemple, pour des rassemblements de communes. Pardon. Donc ça a été les principaux soucis de INS-KO que nous, on a pu récupérer. Par exemple, on va attendre un peu pour la diapositive. Juste pour finir là-dessus, les INS qu'on a pu nous récupérer, ce sont ceux-ci, donc ceux où ils avaient mis KO à cause du code commune, mais finalement, nous, on a pu les récupérer en récupérant les anciens codes communes existants. Et l'autre problématique où les agents ont tendance à mettre un INS-KO alors qu'il est qualifiable selon nous, c'est les fautes d'orthographe ou carrément les absences au niveau des deuxième, troisième, quatrième prénoms. Nous, on s'est appuyé sur les fiches pratiques des 3 RIF dont on parlait tout à l'heure pour se dire qu'effectivement, à partir du moment où le premier prénom était correct, nous, on qualifiait l'identité. Donc, ce qui nous permet, nous, derrière, à la réception de cette requête, de récupérer quand même un certain nombre d'INS qui n'avaient pas pu être qualifiés par les secrétaires et qui, finalement, de notre côté, après une plus grande analyse, disons un temps de recherche un peu plus long, de qualifier de notre côté ces identités-là.
On vous a mis par la suite des petits cas quand même un petit peu bizarres, parce que malgré tout, on a quand même des fois des retours du téléservice assez particuliers, notamment là pour, pour ce premier exemple, pardon. Alors là, honnêtement, on n'a pas d'explication. Le patient retourné par INS ne correspond pas du tout au patient que nous avons en machine. Comme vous le voyez là sur la capture d'écran, presque tout est rouge. Seul le nom de naissance et la date de naissance correspondaient. Le numéro de sécurité sociale était différent. Le prénom, les deuxième, troisième, les autres prénoms de naissance. Donc, on n'a vraiment pas compris cette erreur. Donc là, évidemment, INSKO, nous, de notre côté, on garde une identité validée parce qu'elle est justifiée par une pièce justificative dans notre base de données. Par contre, on ne la qualifie pas, évidemment, puisque rien ne correspondait. L'autre exemple que vous avez par la suite, alors celui-là aussi est assez atypique, et c'est une situation aussi très atypique. On est tombé sur le cas de patientes nées en 45, de jumelles, et malgré un renseignement correct dans notre fiche d'état civil, quand on a appelé l'INS, c'est l'identité de la sœur jumelle qui nous a été retournée. Alors que nous avions le bon numéro de sécurité sociale de la patiente, les bons autres prénoms de naissance. Alors, ce qui a pu mettre quand même le téléservice dans la panade, c'est le fait que ces deux jumelles se prénommaient de la même manière. C'était deux maris. Donc, forcément, c'est un peu plus compliqué, je suis d'accord, mais nous avons quand même le NIR du patient qui aurait dû donner l'indication au téléservice de nous retourner la bonne identité. Et malgré plusieurs tests de suppression d'autres prénoms, on n'a jamais réussi à récupérer l'INS de la bonne patiente. Donc, même chose que pour le cas précédent, c'est une identité qui, chez nous, a un statut validé, mais qu'on ne peut pas qualifier parce que le téléservice ne retrouve pas la bonne patiente. Et pour finir, un exemple qu'on a eu tout récemment, c'était lundi de mémoire. Alors là, on a eu un message d'erreur suite à l'appel de l'INS que nous n'avions jamais eu avant. Il nous a stipulé que l'INS trouvé ne peut pas être intégré car les prénoms de l'identité retournée ne sont pas renseignés. Or, nous, tous les prénoms étaient bien renseignés, toute identité était correcte, justificatif à l'appui. Et pareil, on a essayé de supprimer le troisième prénom, le deuxième prénom, de ne laisser que les deux premiers prénoms. On n'a jamais réussi à obtenir un retour. Et l'idée est venue de Mme Rimoldi, qui s'est dit, et si on essayait de passer le patient avec un sexe féminin et de relancer l'appel, qu'est-ce qui va se passer? Et en mettant le sexe féminin sur le patient, l'appel a fonctionné, nous a retourné la bonne identité du patient en nous stipulant même qu'on faisait une erreur et que son sexe était bien masculin. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi l'INS, le téléservice, n'a pas pu nous retourner la bonne identité quand on l'a appelé, alors qu'elle est correctement renseignée par le téléservice. Et il nous stipule même qu'on a fait une erreur quand on a appelé l'INSI et que le sexe était bien masculin et non féminin. Donc, grâce à cette recherche, on va dire, imparfaite, on a réussi finalement à qualifier l'identité, puisqu'en intégrant le retour du téléservice, il nous a modifié le sexe du patient en le validant en tant que sexe masculin, comme il était bien spécifié sur la carte d'identité du patient. Voilà, je vous laisse pour ma partie et je donne la main à Déborah J qui va vous faire ses retours d'expérience parce qu'elle est sur le terrain en tant que secrétaire médico-administrative. Donc moi, j'ai pu faire partie du groupe de travail en amont avant de mettre l'INS en place sur le terrain. Donc j'ai eu un petit peu peur, j'avoue, au début, en voyant la charge de travail qui nous attendait sur le terrain, effectivement. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution pour faire cet appel, soit directement avec le patient, soit après l'accueil du patient en physique. Donc sur notre secrétariat, on a essayé et on a décidé de le faire directement à l'accueil du patient, ce qui nous a facilité puisqu'on récupère tout de suite la carte d'identité et le patient est à même de nous justifier son identité. Donc nous, ça nous a été plus simple comme ça
valider faire l'INS et de soulever tout de suite l'INS-KO quand on trouve des difficultés sur gamme. Et on a la chance d'avoir cette dynamique et cette cellule pour pouvoir répondre à ce problème dès qu'on le rencontre. Par la suite, on a quand même des patients qui n'ont pas leur pièce d'identité avec eux, donc on les invite à nous les envoyer par mail, qui sont assez réactifs pour la plupart. Et en plus de ça, on a de la chance aussi d'avoir des patients qui sont chroniques. Donc, même si le jour J, ils n'ont pas leur pièce d'identité, on sait que dans 15 jours, ils vont revenir. Ils jouent généralement le jeu et ils viennent avec leur pièce d'identité. Donc, l'INS les qualifie assez rapidement. Donc, voilà. Donc, après, on se dispatche dans le secrétariat le travail. On le fait en accueil donc, pour l'INS. Et quand on ne peut pas le jour J, on a une liste de travail où on se remet ça avec nous en question et on se le refait ultérieurement. Donc après, nous, c'est quotidien, donc on a la chance d'avoir l'INS fait tous les jours et de façon assez automatique. Après, on discute nous, dans le secrétariat, on est tous formés, on a eu la chance aussi d'avoir cette formation en amont avec le service, on en discute nous, entre nous quand on a des doutes, avant tout de suite mettre l'INS aussi KO pour que ça rentre dans la cellule d'admission. Mais on arrive quand même à retrouver toujours les mêmes problématiques, notamment les prénoms. Donc on informe les patients surtout sur leur carte d'identité. Quand je prends un exemple, quand c'est par exemple monsieur Jean-Louis, et qu'on l'a toujours appelé Jean-Louis, et qu'en fait sur sa carte d'identité c'est Jean-Louis, on essaie de leur faire comprendre que c'est un problème de carte d'identité. Ils entendent, ils passent un peu au-dessus, mais ils entendent. Voilà, on essaie de passer l'information comme ça, en tout cas, pour qu'ils puissent avoir aussi leur identité de qualifier. Je vais passer la main à ma collègue Ingrid, qui est en psychiatrie. Bonjour. Moi, en psychiatrie, c'est plus compliqué pour qualifier les identités, parce que beaucoup de patients arrivent sans leur pièce d'identité. Un peu avec des troubles mentaux, donc j'en qualifie quelques-unes, mais très peu. Il y a le lien avec le STEMA. Oui, après il y a les STEMA de psychiatrie, oui, qui du coup vont récupérer auprès des patients les cartes d'identité pour essayer. Et elles aussi vont qualifier du coup des identités quand elles arrivent à obtenir tout. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un travail collaboratif. En tout cas, c'est vrai sur le secteur de la psychiatrie, parce qu'il y a un fonctionnement, il y a vraiment le bureau des entrées et le secrétariat médical, ce qui, effectivement, comme disait Sandrine Rimoldi tout à l'heure, ce qui n'existait pas sur la cité sanitaire, avec vraiment la fusion de ces deux métiers, c'est-à-dire la partie administrative, admission, facturation, et la partie plutôt secrétariat médical. Donc, c'est vraiment réuni au sein d'un même secrétariat sur chacun des services. Et une particularité au sein du centre hospitalier. Je sais qu'à mon avis, on ne doit plus vraiment avoir de temps, donc simplement pour finir, effectivement, nous, cette mise en place de l'INS, elle a été plutôt quand même un beau succès sur le centre hospitalier de Saint-Nazaire. Ça a été une expérience très positive. Nous, au sein de la coordination des secrétariats médico-administratifs, c'est vrai qu'on a eu vraiment ce sentiment, et puis surtout, on a pu vraiment constater l'investissement et l'implication de chaque secteur et de chaque acteur. Surtout, tout le monde a su prendre conscience de l'importance de ce projet, tout le monde a su collaborer, et je pense que ça fait partie de la clé de réussite aussi de ce déploiement. C'est vrai que Sandrine Rimoldi et puis aussi accompagnée de Charlie Gaverti, ils ont su vraiment créer une dynamique autour du projet. Et ils ont su mobiliser tous les acteurs nécessaires. Donc, effectivement, les résultats aujourd'hui sont quand même très, très positifs. Certaines étapes qui ont été primordiales, alors bon, je répète un petit peu, mais la mise en place des groupes de travail avec vraiment tous les acteurs autour d'une table et discuter et écouter sur les différentes contraintes dans chaque service, et de pouvoir se dire, OK, il y a des procédures, mais finalement, on laisse aussi cette liberté et ce choix à chacun des secrétariats de se dire,
au vu de nos contraintes, du flux des patients, voilà comment on organise pour la qualification de l'identité. Est-ce qu'on le fait plutôt en front office directement avec le patient ou plutôt en back office? Par exemple, il y a au niveau du secrétariat, au niveau des urgences, c'est vrai qu'on a eu un retour de l'équipe en disant qu'au vu du flux de patients, c'était rarement possible de pouvoir qualifier l'identité dès l'arrivée du patient. Donc, en fait, il y a une organisation qui se met en place où, de toute façon, la qualification de l'identité, elle est faite en back-office par le secrétariat plutôt à la sortie des patients. Et voilà, toute cette partie aussi de formation où nous, au sein de la coordination, on a eu des retours très positifs des secrétariats sur le fait que le contenu de la formation était très clair et qu'elles aient pu poser toutes leurs questions, tous les ressentis, toutes les craintes sur ce déploiement. Et finalement, toute la communication, toutes les choses ont été travaillées ensemble dès le départ, avant le déploiement. Et c'est ce qui a fait que le jour J du déploiement, tout le monde avait les bonnes informations, tout le monde avait pu échanger sur les différentes craintes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que tout s'est plutôt correctement bien passé. Et puis voilà, communication aujourd'hui sur le suivi, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment on améliore, voilà. Donc c'est vrai que ça a été un beau travail. Une bonne sensibilisation à l'identité aussi. Oui, complètement. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. On voit bien effectivement que vous avez su vraiment impliquer les acteurs de terrain, s'appliquer à leurs contraintes. Voilà. Et donc, belle réussite dans vos indicateurs présentés. Alors, on a quelques questions. Comment gérez-vous le principe d'identité provisoire quand celle-ci n'est pas encore confirmée donc, par un document d'identité? Est-ce que vous avez une alerte du logiciel? Est-ce que côté visuel, c'est visible? Est-ce qu'il y a un petit logo, une petite pastille qui est affichée? Alors ça dépend beaucoup des éditeurs et des logiciels en général, mais... Nos identités provisoires, en fin de compte, sont rouges. Nous, on a une couleur rouge sur les identités provisoires, donc on voit tout de suite, en fin de compte, c'est très visuel, du coup. Voilà, c'est vraiment très visuel. C'est ce que j'ai mis, en fin de compte, sur la... J'ai repris le statut des identités sur la diapo 11, exactement le même que nous avons dans notre logiciel. Donc, rouge provisoire, jaune validé, violet récupéré et qualifié en vert. Et même, alors ça c'est dans notre gamme, même par exemple sur Crossway. Alors sur Crossway, il n'y a pas encore les couleurs, mais par contre, on a bien l'indication identité qualifiée. Enfin voilà, c'est sur Crossway, sur le dossier du patient informatisé. D'accord, très bien. On a le statut. Effectivement. Alors ça, c'est parfois dépendant des éditeurs, mais en tout cas, c'est vraiment la consigne qui est passée aux éditeurs au niveau du national, hein, dans les rencontres qui peuvent être faites par l'Agence du numérique en santé. C'est vraiment que ce soit visible. Donc, soit c'est une couleur, un fond en couleur, une petite pastille de couleur. Et en général, on retrouve le rouge, jaune, orange et vert dans les pastilles. On a un retour de la clinique Bretéché, justement, sur cette notion d'identité provisoire, qui disent donc... à la clinique, nous informons les services de soins que l'identité n'est pas validée par manque de pièces d'identité. En apposant une information identité provisoire, donc un petit tampon rouge identité provisoire sur une des planches d'étiquette qui sont ensuite remises au service. Et donc comme ça, les services de soins sont vraiment impliqués également et ils peuvent solliciter les familles éventuellement pour ramener les pièces d'identité si c'est possible selon les situations. Voilà, donc un exemple effectivement d'organisation qui peut être mise en place. Alors, on a une autre question. Quelle est votre conduite à tenir sur les identités qu'on ne peut pas qualifier, même après analyse? Alors, si l'INSEE est différent, si l'INSEE est vide, si le prénom de naissance est un prénom,
Alors, toutes ces situations-là un peu de discordance ou de difficulté à qualifier l'identité, alors il y a une première aide, je pense, qui peut vous être apportée auprès des fiches pratiques. Hein, vous les recitiez, monsieur Averti, mais effectivement, il y a la fiche pratique 15 du Trois-Rives qui liste un certain nombre de situations de discordance déjà. Donc, vous pouvez vous appuyer en première intention sur cette fiche. Et puis, ensuite, voilà, si besoin, et si au sein de vos structures ou des structures avec lesquelles vous collaborez, vous n'avez pas forcément les éléments de réponse, vous pouvez, c'est des thèmes qu'on peut aborder lors des temps questions-réponses mensuels. Et puis, on est en train de construire au sein de la CRIV un atelier, justement, gestion des discordances pour vous aider à mieux comprendre ces discordances, éventuellement vous guider pour les traiter et puis surtout vous permettre à chacun de témoigner sur comment vous les gérez également en interne. Je pense que ça pourra être utile. Moi, sur ces discordances, je voulais juste revenir sur un point. Je vous invite vraiment à me faire remonter tout ce qui est un peu discordance atypique, donc pas celles notamment qui sont connues sur le code lieu de naissance, sur les écritures qui peuvent être erronées d'une lettre ou deux lettres. Voilà, enfin toutes celles qu'on retrouve dans la fiche pratique où elles sont explicables. Par contre, vraiment sur des atypies, donc celles que vous citiez notamment certaines, monsieur Averti tout à l'heure. Voilà, juste parce qu'on fait le relais, nous, au niveau national, et c'est à partir de ces retours terrain qu'on a pu élaborer la fiche pratique du Trois-Rives, et puis également faire les remontées au GIE Sésame Vital qui gère le téléservice INSI et dont il y a des améliorations constantes qui sont faites. On attend une version 5 très prochainement du téléservice pour améliorer d'autant plus encore le retour. Donc voilà, toutes les situations vraiment atypiques et très discordantes, donc on ne comprend vraiment pas pourquoi est-ce qu'ils nous ramènent ce retour. Voilà, moi ça m'intéresse que vous puissiez nous les faire remonter. Je regarde sur les autres questions. Alors, on a le GHT85, Madame Bedard, qui nous demande: peut-on qualifier l'identité avec l'extrait d'acte de naissance ou le livret de famille des résidents, mais d'autres structures médico-sociales ou handicap que les EHPAD? Parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé des EHPAD. Alors, aujourd'hui, le RNIV, dans sa mise à jour de juin, il a vraiment été mis pour les résidents d'EHPAD. Mais néanmoins, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne contact par la suite pour bien identifier vos difficultés également. Et puis, je referai le lien avec le national, voilà, pour voir dans quel cadre ça peut éventuellement s'élargir peut-être à d'autres situations. Donc, voilà, je vous propose qu'on en rediscute. Et puis après, s'il y a des évolutions plus nationales, eh ben, on vous passera l'info à tous. Je regarde... il y avait une première question: est-ce qu'un établissement qui envoie un patient vers un autre, l'établissement donc d'accueil, peut-il qualifier l'identité avec l'information qui lui a été transmise? Donc en gros, s'il y a un document de liaison, on en parlait tout à l'heure, qui contient l'identité nationale de santé avec le data matrix. Donc non, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chaque acteur de santé doit bien faire l'opération de qualification à son niveau. Par contre, avec le document de liaison et le data matrix qu'il reçoit, ça va lui permettre soit de rechercher plus facilement le patient éventuellement existant dans son logiciel métier, soit déjà d'alimenter les traits d'identité stricte, le nom de naissance, le prénom de naissance, avec les éléments du data matrix. Et il y aura ensuite cette opération de vérification INSI qui sera faite par le logiciel et de vérification de cohérence avec la pièce d'identité. Voilà, donc je pense que merci à tous, en tout cas à nos trois grands témoins pour ces retours d'expérience précieux et intéressants. Donc on va finir ce webinaire avec la présentation d'un outil supplémentaire. On vous en a déjà présenté quelques-uns ce matin pour sensibiliser à toutes ces démarches et aux pratiques d'identito-vigilance.